Je m'appelle Archer, j'ai 35 ans, et je suis ingénieur logiciel, originaire de la région rurale du Michigan. J'ai finalement réussi à percer dans le secteur technologique de Seattle. Lors de notre dîner familial mensuel, mon neveu Tyler, âgé de 7 ans, a pointé du doigt ma nouvelle Tesla et a annoncé innocemment « Maman dit que tu as emprunté cette voiture à ton patron pour te donner de l'importance ». Tout le monde a ricané, tandis que ma sœur Megan feignait d'être embarrassée. J'ai simplement souri et je suis parti sans un mot. Cette nuit-là, elle m'a envoyé un SMS « N'oublie pas que le paiement de la maison est dû ». J'ai répondu simplement « Tout sera réglé ». D'où nous regardez-vous? Cliquez sur les boutons « J'aime » et « Abonnez-vous » si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui ont tenté de minimiser votre succès. J'ai grandi dans une petite communauté agricole, à l'extérieur de Grand Rapids, au Michigan, où tout le monde connaissait les affaires de chacun, et où le statut social se mesurait à l'âge de votre pick-up et à la taille de votre propriété. Ma sœur Megan avait 5 ans de plus que moi. Malgré la différence d'âge, nous étions proches enfants. Nous avons partagé une chambre à coucher exiguë dans la modeste maison de nos parents, qui ne comptait que 2 chambres, jusqu'à mes 8 ans, lorsque mon père a converti une partie du grenier en une petite pièce pour moi. Ces premières années ont forgé ce que je croyais être un lien incassable entre nous. Nos parents, Thomas et Eleanor, travaillaient jusqu'à l'épuisement pour subvenir à nos besoins. Papa gérait la quincaillerie locale 6 jours par semaine, tandis que maman travaillait comme secrétaire d'école et nettoyait des maisons le week-end. Il ne se plaignait jamais, mais la pression financière était évidente, que ce soit dans le mobilier usé, la planification minutieuse des repas, ou la façon dont les cadeaux de Noël étaient toujours des nécessités pratiques, plutôt que les jouets que recevaient les autres enfants. Ces circonstances nous ont façonnés très différemment, Megan et moi. Alors que j'étais déterminé à créer une sécurité financière par l'éducation et l'avancement professionnel, Megan a développé une fixation sur les apparences et le statut social. Elle était jolie et populaire au lycée. Sortant avec Brad Thompson, dont la famille possédait la plus grande concession automobile du comté, tout le monde s'attendait à de grandes choses de la part de Megan. Elle était intelligente, charismatique, et motivée par le désir d'échapper à la modeste situation de notre famille. Quand Megan est tombée enceinte à 19 ans, ses projets universitaires à Michigan State ont déraillé. Elle et Brad se sont mariés rapidement et, avec l'aide de ses parents, ils se sont installés dans une petite maison de départ, à seulement 2 miles de l'endroit où nous avons grandi. Ce qui était censé être une situation temporaire est devenu permanent. Brad a pris un poste à la concession de sa famille, et Megan a trouvé du travail comme réceptionniste au bureau d'assurance local. Leur fils, Tyler, est né 7 mois après leur mariage. J'avais 15 ans lorsque la vie de Megan a pris ce tournant, toujours concentrée sur le maintien de notes parfaites et l'obtention d'une bourse qui m'emmènerait loin de notre petite ville. Malgré la distance physique qui allait nous séparer, j'ai promis à Megan que je serais toujours là pour elle et Tyler. Puis la tragédie a frappé lorsque j'avais 20 ans. Nos parents ont été tués dans un accident impliquant plusieurs véhicules sur l'autoroute, pendant une tempête de neige. La perte fut dévastatrice, mais elle a particulièrement touché Megan. Enceinte de 7 mois de son 2e enfant à l'époque, elle est tombée dans une profonde dépression. Brad était mal équipé pour gérer ses besoins émotionnels tout en gérant leurs finances et en s'occupant de Tyler, âgé de 3 ans. La modeste police d'assurance vie que nos parents avaient laissée a été partagée entre nous. Au lieu d'utiliser ma moitié pour payer l'université, comme ils l'avaient prévu, j'ai donné une partie importante à Megan et Brad pour un acompte sur une maison plus grande. Leur famille grandissante avait besoin de stabilité, et je me suis convaincu que les aider était ce que maman et papa auraient voulu. J'ai enchaîné 3 emplois simultanément pour payer mes études au collège communautaire, j'empilais des étagères au supermarché tôt le matin, je répondais au téléphone dans un cabinet d'avocat local pendant la journée, et je livrais des pizzas la nuit. Après 2 années éreintantes, j'ai été transféré à l'Université du Michigan pour terminer mon diplôme en informatique. Chaque vacances et chaque été, je rentrais passer du temps avec la famille de Megan, apportant des cadeaux pour les enfants, et aidant aux projets ménagers pour lesquels Brad ne semblait jamais trouver le temps. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de programmeur débutant dans une petite entreprise de technologie à Détroit. Le salaire était modeste, mais c'était une entrée dans une industrie qui me passionnait. Je vivais dans un studio avec des meubles d'occasion et je conduisais une Honda Civic de 15 ans, avec près de 200 000 miles au compteur. Malgré mon budget serré, je n'ai jamais manqué d'envoyer de l'argent pour les anniversaires et les cadeaux de Noël de Tyler, toujours étiquetés comme venant de sa mère et de son père. 3 ans plus tard,
j'ai accepté un poste dans une entreprise de logiciels en croissance à Seattle. L'augmentation substantielle de salaire et le forfait de déménagement représentaient le premier véritable répit financier que j'ai jamais connu. La réaction de Megan à mon déménagement fut mitigée. Elle était superficiellement encourageante, mais coupée de commentaires du genre « J'espère que ça marchera cette fois » et « Ne nous oublie pas quand tu vivras la grande vie ». À Seattle, ma carrière a prospéré. Je travaillais 60 heures par semaine, j'obtenais des promotions, et je suis finalement devenu un responsable principal de l'ingénierie, supervisant une équipe de 15 développeurs. Mon travail acharné a été récompensé par des options d'achat d'actions, des primes et un salaire qui reflétaient enfin mon expertise et mon dévouement. Durant toutes ces années, j'ai maintenu des liens étroits avec la famille de Megan, prenant l'avion pour les fêtes importantes et envoyant des cadeaux généreux. Lorsque la tentative de Brad d'ouvrir une deuxième concession a échoué, je leur ai prêté 15 000 $. Ils ne les ont jamais remboursés. Lorsque leur toit a eu besoin d'être remplacé, j'ai couvert la facture de 8 000 $. Plus important encore, j'ai contribué à hauteur de 900 $ par mois à leur hypothèque pendant près de 4 ans. Cet argent, Megan l'appelait de plus en plus souvent « ce qui nous est dû », plutôt que le cadeau qu'il était. Malgré ma réussite financière et mes réalisations professionnelles, les réunions de famille sont devenues de plus en plus inconfortables. Les parents de Brad, Judith et Howard, étaient assez agréables, mais me considéraient clairement comme l'excentrique de la famille qui avait abandonné les valeurs de la petite ville pour la vie urbaine. Le frère de Brad, James, et sa femme, Sarah, étaient plus accueillants. Mais même semblaient accepter le récit soigneusement construit par Megan concernant ma vie. Ce que je n'ai compris que bien plus tard, c'est à quel point Megan avait systématiquement minimisé mes accomplissements pour maintenir son statut de sœur qui avait réussi, celle qui était restée fidèle à ses racines. Alors que je construisais une carrière grâce à un effort incessant et à un apprentissage constant, elle construisait une fiction sur ma vie qui allait finalement se désagréger de la manière la plus douloureuse possible. Le dernier samedi d'avril était exceptionnellement chaud au Michigan, alors que je conduisais de mon hôtel à la maison de Megan et Brad pour le dîner familial mensuel. Après un trimestre particulièrement réussi au travail, je m'étais enfin offert une Tesla Model S, bleu nuit, avec l'ensemble intérieur haut de gamme. C'était le premier achat vraiment luxueux que j'avais jamais fait, un symbole tangible du dépassement de notre pauvreté d'enfance et d'années de sacrifices financiers. Le quartier où vivaient Megan et Brad se composait de grandes maisons plus récentes, agencées autour d'étangs artificiels et de petits parcs, le genre de lotissement de la classe moyenne supérieure qui représentait un luxe inaccessible pour nos enfants. Leur maison coloniale de 4 chambres, avec sa pelouse manucurée et son garage pour 3 voitures, projetait exactement l'image de succès que Megan avait toujours désirée. Je me suis garé dans leur allée incurvée, derrière l'escalade Cadillac du père de Brad. Mon neveu Tyler a été le premier à m'apercevoir, se précipitant par la porte d'entrée en chaussettes, malgré les appels de sa mère pour qu'il mette des chaussures. « Oncle Archer !» « Oncle Archer !» a-t-il crié, son enthousiasme de 7 ans étant contagieux, alors qu'il s'arrêtait en dérapant à côté de ma voiture. « Waouh, c'est la tienne ? Elle est trop cool !» Je suis sorti, lui donnant le high-five qu'il attendait avec impatience. « Salut, mon pote. »« Oui, c'est ma nouvelle voiture. Je l'ai eue le mois dernier. » Tyler a fait le tour du véhicule, la bouche bée devant le design épuré et le logo distinctif. « On pourra faire un tour plus tard ? S'il te plaît. On verra ce que ta mère en dit, ai-je répondu, connaissant la réponse probable de Megan. J'ai saisi mon sac de nuit et les cadeaux que j'avais apportés, un kit scientifique pour Tyler, une poupée pour sa sœur Emma, âgée de 4 ans, et une bouteille de scotch coûteuse pour Brad. La porte d'entrée s'est ouverte plus largement alors que Megan apparaissait, vêtue d'une robe d'été fleurie et d'une expression qui n'arrivait pas à choisir entre l'accueil et l'évaluation. « Eh bien, regardez qui est enfin arrivé », a-t-elle lancé avec un sourire forcé. On commençait à penser que tu t'étais perdu. Le vol était à l'heure pour une fois, ai-je répondu, montant les marches du Porsche pour accepter son étreinte brève et superficielle. La circulation depuis l'aéroport n'était pas mauvaise non plus. C'est une sacrée voiture de location, a-t-elle commenté, ses yeux dartant vers la Tesla et de retour vers mon visage. Ce n'est pas une location, ai-je corrigé doucement. J'ai enfin acheté quelque chose de bien pour moi. Un éclair de quelque chose aux surprises, agacement ? A traversé ses traits avant qu'elle ne le masque par un rire. Eh bien, tu es plein de surprises. Entre. Tout le monde attend.
La maison était remplie de la cacophonie familière des réunions de famille, le match de baseball hurlant à la télévision du salon, le bavardage animé d'Emma jouant avec ses poupées sur le sol, le bruit des glaçons dans les verres, et l'arôme du rôti de peau signature de Meghan flottant depuis la cuisine. Les parents de Brad étaient installés aux meilleures places du canapé sectionnel. Howard, un homme corpulent avec un coup de soleil permanent dû au golf, a levé son verre de whisky en guise de salutation. Judith, mince et méticuleusement entretenue avec des cheveux méchés et un maquillage soigneusement appliqué, m'a offert un sourire froid. Le grand ponte de Seattle, le voilà, a lancé Brad depuis l'embrasure de la cuisine, une bière à la main. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, il y a 6 mois, son ancienne silhouette athlétique étant maintenant flasque autour du ventre, sa ligne de cheveux reculant plus visiblement. À peine, ai-je répondu avec un sourire autodépréciateur, ayant appris que l'humilité était ma meilleure défense contre leurs pics subtils. Juste le même mois. Le frère de Brad, James, et sa femme, Sarah, sont arrivés quelques instants plus tard avec leur fille adolescente, Zoé. De toute la famille élargie, c'était ceux que j'appréciais sincèrement. James travaillait comme professeur d'anglais au lycée local et partageait mon amour pour la science-fiction. Sarah, infirmière pédiatrique, avait une chaleur et une authenticité qui contrastaient fortement avec la performance sociale calculée de Meghan. Archer, ça fait plaisir de te voir, mec, a dit James, me donnant une accolade sincère. Combien de temps restes-tu en ville? Juste le week-end, ai-je répondu. Je dois être de retour pour un grand lancement de produits mardi. Écoutez-le, a interjeté Meghan avec un rire qui ne contenait aucune vraie joie. Toujours si important et occupé. Certaines choses ne changent jamais. J'ai ignoré la pique, ayant développé une carapace au fil des ans. Nous nous sommes déplacés vers la salle à manger, où Meghan avait mis la table avec sa meilleure porcelaine et son cristal, le service coûteux que je leur avais offert pour leur 10e anniversaire. Emma était assise à côté de moi, bavardant sur la maternelle et ses cours de danse. Tyler était assis en face de nous, entre ses grands-parents. La conversation a porté sur les sujets habituels, les ragots locaux, les ventes de la concession de Brad, la partie de golf d'Howard, la politique du club de jardinage de Judith, et des mises à jour soigneusement éditées de ma vie à Seattle. J'avais appris à ne partager que juste assez sur mon travail pour être poli, sans fournir de munitions pour le minage subtil de Meghan. Alors que nous terminions le plat principal et que Meghan commençait à débarrasser les assiettes pour le dessert, Tyler a soudainement pointé du doigt la fenêtre avant, où ma Tesla était visible dans l'allée. « Maman, tu peux réexpliquer pourquoi oncle Archer a cette voiture sophistiquée ?» a-t-il demandé avec une innocence enfantine. « J'ai oublié ce que tu m'as dit. » La pièce est devenue silencieuse alors que tous les yeux se tournaient vers Meghan, qui s'est figée un instant avant de forcer un rire. « Oh, Tyler, tu es confus, chérie ?» a-t-elle dit légèrement. « J'ai juste dit que la voiture d'oncle Archer est très jolie. » Mais Tyler, avec la persistance que seul un enfant de 7 ans peut rassembler, a secoué la tête. « Non. Tu as dit à papa qu'oncle Archer l'avait emprunté à son patron pour avoir l'air important quand il vient. Tu as dit que son entreprise laissait les employés faire semblant de posséder de belles choses. » Le silence qui a suivi fut assourdissant. Brad a toussé inconfortablement, tandis qu'Howard déguisait mal un snore de rire en éclaircissement de gorge. Les sourcils de Judith se sont levés alors qu'elle échangeait des regards avec Sarah, dont le visage avait rougi d'une gêne indirecte. Les enfants disent des choses étranges, a finalement proposé Brad, tentant de briser la tension. Plus de vin, quelqu'un? Mais le mal était fait. Autour de la table, j'ai vu non pas du choc ou de l'incrédulité face à cette affirmation absurde, mais des sourires complices et des regards échangés. Ils avaient déjà entendu ce récit. Ils y croyaient. À ce moment, des années d'affronts et de rejets accumulés se sont cristallisés en une clarté parfaite. Ma sœur m'avait systématiquement miné auprès de tout le monde, non seulement avec des implications subtiles, mais avec des mensonges purs et simples sur ma carrière, mon caractère et ma réussite. Meghan est revenue de la cuisine, son visage un masque d'embarras soigneusement construit. « Tyler, chérie, ce n'est pas exactement ce que maman a dit. Oncle Archer travaille très dur à son travail. Maintenant, qui veut du gâteau au chocolat ?» Le changement rapide de sujet aurait pu fonctionner sans le suivi innocent d'Emma. « Mais maman, tu l'as dit. Tu as dit qu'oncle Archer faisait semblant d'être riche, mais qu'il avait vraiment besoin de notre aide. » Une autre vague de ricanements mal dissimulés a circulé autour de la table. Brad a lancé un regard d'avertissement à Emma, tandis que le visage de Meghan est devenu rouge.
Je suis resté parfaitement immobile, mon expression neutre, tout en traitant intérieurement cette trahison. Je leur avais donné plus de 45 000 $ au cours des 5 dernières années seulement. J'avais sacrifié mon propre confort, retardé mes propres objectifs de vie, tout cela pour soutenir la sœur qui me dépeignait maintenant comme une sorte de fraude. Je pense que je devrais partir, ai-je dit doucement, pliant ma serviette et la plaçant à côté de mon assiette. Volto demain. Ne sois pas ridicule, a protesté Megan trop rapidement. Tu n'as même pas eu de dessert. Tyler et Emma, excusez-vous auprès de votre oncle pour avoir inventé des histoires. Les enfants avaient l'air confus et au bord des larmes, pris dans la toile de mensonges de leur mère. Je ne les laisserai pas être blâmés. Aucune excuse n'est nécessaire, ai-je dit, leur souriant de manière rassurante. Les enfants ne font que répéter ce qu'ils entendent. Ce n'est pas du tout leur faute. Je me suis levé et j'ai remercié Megan pour le dîner, j'ai fait mes adieux polis à tout le monde, et je suis sorti vers ma voiture, ma dignité intacte. Alors que je reculais de l'allée, je pouvais les voir rassemblés à la fenêtre de la salle à manger, sans doute déjà en train de décortiquer ce qui venait de se passer à travers la lentille déformée de Megan. 3 heures plus tard, alors que j'étais assis dans ma chambre d'hôtel en train de consulter mes emails professionnels, mon téléphone a vibré avec un SMS de Megan. N'oublie pas, le paiement de la maison est dû pour le premier. 200 $ supplémentaires aideraient avec les frais de compétition de danse d'Emma. L'audace était stupéfiante. Après avoir permis à sa famille de se moquer de moi, après avoir appris à ses enfants à me manquer de respect, elle s'attendait toujours à un soutien financier. J'ai fixé le message pendant longtemps avant de taper ma réponse. Tout sera réglé. Elle ne pouvait pas comprendre la pleine signification derrière ces 4 mots, mais elle le ferait très bientôt. Allongé éveillé dans ma chambre d'hôtel cette nuit-là, les souvenirs des trahisons de Megan défilaient dans mon esprit comme des scènes d'un film dérangeant. Ce qui s'était passé au dîner n'était pas un incident isolé, mais l'aboutissement d'années de minage systématique. La première instance notable s'est produite lorsque j'ai décroché mon emploi de programmeur à Détroit, lors d'un barbecue familial. J'ai surpris Megan en train de dire à notre vieille tante Patricia que j'étais juste en train de jouer avec des ordinateurs toute la journée. Lorsque tante Patricia a exprimé sa confusion quant à ce que cela impliquait, Megan a ri et a dit, honnêtement, je ne pense pas que quiconque sache ce qu'il fait réellement. Ce n'est pas comme une vraie carrière, comme l'enseignement ou la médecine. Le rejet était douloureux, mais je me suis dit qu'elle ne comprenait tout simplement pas l'industrie de la technologie. 6 mois plus tard, lorsque j'ai invité la famille à voir mon nouvel appartement dans le quartier revitalisé de Midtown à Détroit, Megan a passé toute la visite à signaler les problèmes de sécurité et à demander si j'avais de bons verrous. Ce quartier semble transitoire, a-t-elle dit à Brad assez fort pour que je l'entende. Je m'inquiète car chez vive dans un endroit aussi dangereux. L'appartement était en fait dans l'une des zones les plus sûres de la ville, près de l'université et du centre médical, mais ces commentaires ont semé l'inquiétude auprès du reste de la famille, qui a commencé à remettre en question mon jugement. Lorsque j'ai été promu développeur principal après seulement 18 mois, doublant presque mon salaire, la réponse de Megan a été révélatrice. Eh bien, ils doivent être désespérés de trouver des gens prêts à travailler ces heures-là, a-t-elle commenté lorsque j'ai partagé la nouvelle lors d'un dîner de famille. J'espère qu'ils ne t'utilisent pas juste en attendant que quelqu'un avec plus d'expérience arrive. Ce qui aurait dû être un moment de célébration est devenu un exercice de défense de mes capacités. L'exemple le plus flagrant est survenu lorsque j'ai pris 3 mois de congé entre 2 emplois pour développer une application de suivi de la condition physique que j'avais conceptualisée. J'avais suffisamment économisé pour subvenir à mes besoins pendant cette période et j'étais enthousiasmé par l'opportunité entrepreneuriale. Megan a dit à tout le monde que j'étais, entre 2 emplois, son ton impliquant que j'avais été viré. Lorsque l'application a été terminée et que j'ai accepté un poste dans l'entreprise de Seattle, elle l'a décrit comme moi, trouvant enfin quelque chose après une période de chômage. À mesure que ma carrière progressait à Seattle, les méthodes de Megan sont devenues plus sophistiquées. Elle a commencé à créer un récit alternatif sur ma vie, un récit où mon succès était temporaire, mes réalisations exagérées, et ma stabilité financière précaire. Elle a qualifié mon appartement de « minuscule », il faisait près de 1200 pieds carrés, dans l'un des meilleurs quartiers de Seattle. Elle a décrit mon travail comme « stressant et probablement pas à long terme », j'étais dans la même entreprise depuis 6 ans, avec des promotions régulières. Le plus insidieux, c'est qu'elle a commencé à suggérer aux membres de la famille que j'étais en difficulté financière malgré les apparences. Lorsque j'ai envoyé à Tyler un système de jeux coûteux pour Noël,
elle a dit à ses beaux-parents que je l'avais chargée sur des cartes de crédit que je ne pouvais pas me permettre. Lorsque j'ai payé le dîner de tout le monde dans un restaurant haut de gamme lors d'une visite précédente, elle a dit plus tard à James et Sarah que je faisais étalage au-delà de mes moyens. Ce que je n'ai découvert que plus tard, c'est que Meghan avait systématiquement menti sur notre relation financière également. Grâce à des conversations occasionnelles avec James après le dîner désastreux, j'ai appris que Meghan avait dit à tout le monde qu'elle m'avait aidé pendant les moments difficiles. Les 45 000 $ que j'avais versés pour leur paiement de maison sur 4 ans dans sa version, c'était de l'argent qu'elle m'avait prêté pendant des moments difficiles, que j'étais maintenant en train de rembourser. Les 15 000 $ que j'avais donnés pour l'expansion commerciale ratée de Brad, Meghan a affirmé que c'était de l'argent dont ils avaient hérité de nos parents, que j'avais emprunté lorsque j'avais déménagé à Seattle, et que je retournais lentement. Les 8 000 $ pour leur toit, un cadeau généreux de leur part lorsque je ne pouvais pas me permettre de réparer la plomberie de mon appartement. Chaque révélation était plus douloureuse que la précédente. La question qui me hantait n'était pas pourquoi Meghan construirait des mensonges aussi élaborés, mais pourquoi je m'étais permis d'être exploité si longtemps. L'argent que j'avais fourni n'était pas seulement généreux, il était excessif, au point de l'auto-sabotage. Tout en payant leur mensualité, j'avais retardé l'achat de ma propre maison. Tout en finançant l'entreprise de Brad, j'avais reporté l'investissement dans mes comptes de retraite. Tout en couvrant leurs urgences, j'avais fait des heures supplémentaires et sacrifié mon propre confort. Le coût psychologique était encore plus grand que le coût financier. Pendant des années, j'avais enduré des pics subtils et des commentaires condescendants, faisant toujours des excuses pour le comportement de Meghan. Elle ne comprend pas mon industrie, elle est en insécurité à propos de ses propres choix, elle est sous pression de la famille de Brad, qui est soucieuse du statut. Chaque fois que je visitais, j'observais comment Meghan travaillait pour maintenir son image de la sœur qui avait réussi et qui était restée fidèle à ses valeurs locales, tandis que j'étais dépeint comme l'étranger un peu pathétique qui avait sacrifié les liens personnels pour une carrière précaire dans une ville lointaine. Plus je réfléchissais, plus je reconnaissais la manipulation sophistiquée à l'œuvre. Meghan me louait d'un souffle, Archer est si intelligent avec les ordinateurs, et me minait dans le suivant, bien que je craigne que toutes ces heures passées devant des écrans ne soient la raison pour laquelle il ne peut pas maintenir de relation. Elle me remerciait pour les cadeaux à ses enfants, puis insinuait aux autres qu'ils étaient une tentative d'acheter une affection que je ne pouvais pas gagner naturellement. Le plus douloureux était de réaliser que j'avais permis ce traitement par mon propre désir de maintenir l'harmonie familiale. Après avoir perdu nos parents, Meghan et ses enfants représentaient mon seul véritable lien familial. J'ai toléré le manque de respect, absorbé le fardeau financier, et ravalé ma fierté, tout cela pour préserver une relation qui, en réalité, n'existait que selon ses termes d'exploitation. L'incident avec Tyler pointant ma voiture n'était simplement que la manifestation la plus publique d'un modèle qui existait depuis près d'une décennie. Les ricanements autour de la table du dîner ont confirmé ce que j'avais soupçonné, mais que j'avais refusé d'affronter. Tout le monde dans le cercle de Meghan avait accepté son récit fictif de ma vie. Mes propres réalisations avaient été tordues en une histoire qui diminuait, plutôt que célébrait, mon succès. Alors que l'aube se levait sur le parking de l'hôtel, j'ai pris une décision. Ce modèle devait prendre fin maintenant. Plus d'argent. Plus d'acceptation silencieuse du manque de respect. Plus de permission à l'insécurité de Meghan de définir ma relation avec ma nièce et mon neveu. Il était temps pour la vérité, livrée non pas avec colère, mais avec la calme certitude de quelqu'un qui reconnaît enfin sa propre valeur. Le matin après le dîner désastreux, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel avec une tasse de café médiocre, regardant le lever du soleil et formulant un plan. Mon premier instinct avait été émotionnel, couper complètement les ponts, partir, ne jamais regarder en arrière. Mais cette approche ne ferait que renforcer le récit que Meghan construirait inévitablement sur mon départ de leur vie. J'avais besoin d'être stratégique, méthodique, et surtout, factuel dans ma réponse. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à créer une feuille de calcul documentant chaque contribution financière que j'avais faite à Meghan et Brad au fil des ans, virements bancaires pour leurs paiements hypothécaires, 81 d'entre eux à 900 $ chacun, le virement de 15 000 $ pour l'entreprise de Brad, le chèque de 8 000 $ pour la réparation de leur toit, d'innombrables dépenses plus petites, anniversaires, cadeaux de Noël. Équipement de baseball de Tyler, cours de danse d'Emma, la fête de famille à Disney World que j'avais largement financée, mais à laquelle je n'avais pas pu assister en raison d'engagement professionnel. Le total était stupéfiant. Près de 73 000 $ sur 8 ans. Non pas des prêts, ni des investissements, mais des cadeaux que je n'avais jamais espéré être remboursés, de l'argent donné par amour et obligation familiale,
transformé par les mensonges de Meghan en preuve de ma dépendance plutôt que de ma générosité. Ensuite, j'ai sorti mon historique d'emploi, mes lettres d'offres, mes annonces de promotion, mes évaluations de performance, mes octrois d'options d'achat d'actions, la documentation de ma trajectoire de carrière réelle, plutôt que le récit fictif de Meghan. J'ai téléchargé des relevés montrant mon portefeuille d'investissement, mes comptes de retraite, et le récent accord d'achat de ma Tesla, le tout payé intégralement. Aucun financement impliqué. Pendant que je compilais ces documents, j'ai remarqué un nouvel email du frère de Brad, James. Salut, désolé pour la nuit dernière. Peut-on se parler avant que tu ne quittes la ville? J'ai suggéré de nous rencontrer pour le petit déjeuner à mon hôtel. 1 heure plus tard, James est arrivé, l'air mal à l'aise, mais déterminé. C'était plutôt horrible, a-t-il dit après avoir commandé un café. Sarah et moi en avons parlé toute la nuit. Nous n'avions aucune idée que Meghan. Eh bien, disait ces choses sur toi. Depuis combien de temps ça dure? Des années, je suppose, ai-je demandé doucement. James a soupiré, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Au début, ce n'était que de petits commentaires sur la façon dont tu luttais pour trouver ta place à Seattle. Puis, progressivement, cela a évolué en tout ce récit sur la façon dont elle t'aidait financièrement pendant que tu essayais de t'établir. Et tu l'as cru. Son expression était douloureuse. J'aurais dû remettre cela en question davantage. Les histoires ne correspondaient jamais tout à fait à ce que je pouvais voir de ta vie, mais Meghan était toujours si convaincante. Elle nous montrait des SMS de toi la remerciant pour son aide. Elle parlait de la façon dont tu l'appelais pour des conseils sur les questions financières. Ces SMS la remerciaient de m'avoir fait suivre mon courrier, ai-je expliqué. Les discussions financières étaient moi proposant de les aider, pas l'inverse. James a hoché la tête lentement. Je commence à le voir maintenant. Écoute, Archer, je me sens mal. Que puis-je faire pour aider à arranger ça? Sa sincérité était touchante, mais la situation nécessitait plus que le soutien d'un allié. Dis simplement la vérité si ça se présente, ai-je répondu. Je vais aborder cela directement. Après le départ de James, j'ai appelé le docteur Rivera, le thérapeute que je consultais à Seattle, pour travailler sur le deuil persistant de nos parents et naviguer dans les complexités de ma relation avec Meghan. Cela devait arriver un jour ou l'autre, a dit le docteur Rivera après que j'ai raconté l'incident du dîner. Ce qui est important maintenant, c'est que vous établissiez des limites claires tout en prenant soin de votre santé émotionnelle. Je prévois de la confronter, ai-je expliqué. Pas émotionnellement, mais avec la documentation de tout, l'argent, ma carrière, tout cela. Cette approche a du sens, mais préparez-vous à des réactions défensives, a-t-il mis en garde. Les gens qui ont créé de faux récits réagissent souvent à la vérité par des tromperies encore plus élaborées. La clé est de rester ancré dans les faits tout en acceptant que certaines relations puissent être définitivement altérées par cette confrontation. Ensuite, j'ai appelé Jessica, ma conseillère financière à Seattle. Je vous dis depuis des années que votre soutien à la famille de votre sœur était excessif, m'a-t-elle rappelé. D'un point de vue purement financier, mettre fin à ces paiements est attendu depuis longtemps. Cet argent devrait aller vers vos propres objectifs, l'achat de maison que vous planifiez, l'idée de start-up que vous développez. Je sais, ai-je reconnu. Les obligations familiales sont compliquées. Elles le sont, a-t-elle convenu. Mais les limites financières font partie d'une dynamique familiale saine. Je vous envoie un résumé de ce que ces contributions auraient représenté si elles avaient été investies sur la même période. Voir le coût d'opportunité pourrait renforcer votre résolution. Le document qu'elle a envoyé était sobre. Si j'avais investi ces 73 000 $ plutôt que de les donner à Meghan et Brad, ils auraient atteint près de 110 000 $, compte tenu de la performance du marché sur la même période. Mon appel suivant fut à ma patronne, Catherine, expliquant que j'avais besoin de prolonger mon séjour au Michigan de 2 jours pour gérer une affaire de famille. Prenez le temps qu'il vous faut, a-t-elle dit. L'équipe a le lancement sous contrôle. La famille passe avant tout. L'ironie de sa déclaration ne m'a pas échappé. J'avais fait passer la famille avant tout pendant des années, mais pas d'une manière qui servait Meghan ou moi-même à long terme. En permettant son comportement, j'étais devenu complice de celui-ci. En milieu d'après-midi, j'avais formulé un plan complet. Plutôt qu'une confrontation émotionnelle ou une exposition publique, je demanderais une réunion de famille avec tous ceux qui avaient été présents au dîner. Je présenterais les faits calmement et clairement, puis j'établirais de nouvelles limites pour l'avenir.
J'ai passé le reste de la journée à me préparer à divers scénarios. Si Megan niait tout, j'avais la documentation. Si elle devenait émotive, je resterais calme. Si Brad devenait agressif, je redirigerais vers les faits plutôt que d'entrer dans la colère. Mon objectif n'était pas de les punir ou de les embarrasser, mais de mettre fin au cycle de tromperie et d'exploitation. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Megan, nous devons avoir une réunion de famille demain. Tous ceux qui étaient au dîner devraient être là. Je passerai à 14 heures. Sa réponse fut immédiate et défensive. De quoi s'agit-il? Nous avons des projets pour demain. Change-les, ai-je répondu. C'est important. Après une longue pause. D'accord, mais je ne comprends pas pourquoi tu es si dramatique. Je n'ai pas répondu davantage. Le temps de m'expliquer était terminé. Demain serait consacré à la vérité. Une vérité inconfortable, attendue depuis trop longtemps. Dimanche après-midi est arrivé avec une clarté de but que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais dormi profondément pour la première fois depuis mon arrivée au Michigan, me réveillant avec la certitude que, quel que soit le résultat, confronter la tromperie de Megan était nécessaire pour mon propre respect de moi-même et pour toute possibilité de relation authentique à l'avenir. Je me suis habillé délibérément de manière décontractée, mais professionnelle, jean foncé, chemise boutonnée bleu clair, et la montre que notre père m'avait laissée. Rien de tape à accent grave-l'œil qui pourrait renforcer le récit de Megan selon lequel je me mettais en valeur, mais rien qui ne minait le succès que j'avais légitimement gagné. Le temps avait changé, avec une pluie de printemps constante remplaçant le soleil d'hier. Approprié pour la conversation à venir. Je suis arrivé à la maison de Megan et Brad précisément à 14 heures, portant un portfolio en cuir contenant des tirages de toute la documentation que j'avais compilée. Megan a ouvert la porte avant que je ne puisse sonner. Son expression était un mélange d'agacement et d'appréhension. Elle avait clairement mis de l'effort dans son apparence, cheveux fraîchement coiffés, maquillage soigneusement appliqué, vêtue d'un pull et d'un jean d'apparence coûteuse qui projetait une aisance décontractée. Je ne comprends toujours pas pourquoi cela ne pouvait pas attendre ta prochaine visite, a-t-elle dit en guise de salutation, s'écartant pour me laisser entrer. Tu as complètement perturbé notre dimanche. Certaines choses ne devraient pas attendre, ai-je répondu calmement. Est-ce que tout le monde est là? Elle a hoché la tête à contre-cœur. Dans le salon. Les enfants sont chez les parents de Brad. La disposition des personnes dans le salon en disait long. Brad était assis dans ce qui était clairement son fauteuil habituel, positionné légèrement à l'écart de ses parents sur le canapé. James et Sarah avaient pris place à l'extrémité de la pièce, leur langage corporel suggérant leur malaise face à la situation. Toute conversation s'est arrêtée lorsque je suis entré. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir, ai-je commencé, restant debout alors que Megan prenait place à côté de Brad. Je sais que c'est inattendu, mais après ce qui s'est passé au dîner hier soir, il y a des choses qui doivent être clarifiées. Si c'est à propos de ce que Tyler a dit, a interjeté Megan rapidement. Nous lui avons déjà expliqué qu'il avait mal compris. Les enfants exagèrent. Tu sais comment c'est. Ce n'est pas seulement à propos de Tyler, ai-je répondu calmement. C'est à propos d'un modèle qui dure depuis des années, un modèle que j'ai permis de continuer trop longtemps. J'ai ouvert mon portfolio et j'ai retiré le premier document, un résumé de toutes les contributions financières que j'avais faites au ménage de Megan et Brad. Au cours des 8 dernières années, j'ai fourni un soutien financier important à Megan et Brad, ai-je expliqué, distribuant des copies du résumé à tout le monde dans la pièce. Près de 73 000 $ au total, incluant 81 paiements hypothécaires mensuels de 9 cents chacun. Le père de Brad, Howard, a levé les yeux brusquement du papier, son expression passant de désinvolte à attentive. De quoi s'agit-il, Megan, a-t-il demandé, se tournant vers ma sœur. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a répondu Megan, sa voix montant légèrement. Archer a toujours été généreux avec les cadeaux, mais il donne l'impression que nous en avons profité. Je ne fais pas d'accusation, ai-je interrompu doucement. J'expose simplement les faits. L'argent a été donné librement. Ce n'est pas le problème. Le problème est que j'ai récemment appris que mon soutien financier a été mal caractérisé auprès de vous tous. On m'a dit que certains d'entre vous croient que j'ai été financièrement dépendant de Megan et Brad, alors que c'est le contraire qui est vrai. C'est ridicule, a bredouillé Brad, son visage rougissant. Nous n'avons jamais dit. J'ai des SMS et des emails, ai-je continué, retirant un autre document de mon portfolio.
Message de Meghan à divers membres de la famille décrivant des prêts qu'elle m'aurait fait. Référence à elle m'aidant dans les moments difficiles. Déclaration sur le fait que ma carrière était instable. J'ai remis ceci à James, qui les a parcourus avec un malaise croissant avant de les transmettre à Sarah. Ce sont de notre discussion de groupe, a dit Sarah doucement, regardant Meghan. Tu nous as dit que tu aidais Archer avec le loyer quand ses heures ont été coupées l'année dernière. Elle s'est tournée vers moi. Tes heures ont-elles été coupées? Non, ai-je répondu. J'ai reçu une promotion et une augmentation de 20% en février dernier. Mes heures n'ont jamais été réduites. Je n'ai jamais été en détresse financière. Je n'ai jamais emprunté d'argent à Meghan ou à Brad. La pièce est tombée dans le silence alors que cette information s'enfonçait. Judith, qui avait regardé attentivement, a attrapé les papiers dans la main de son mari. Et le prêt commercial, a-t-elle demandé, faisant référence aux 15 000 $ que j'avais donnés à Brad. Tu nous as dit qu'Archer avait emprunté de l'argent de ton héritage et qu'il le remboursait. Avant que Meghan ne puisse répondre, j'ai retiré un autre document, une copie du virement bancaire avec la ligne de mémo lisant clairement « Expansion concession ». Il n'y a pas eu de prêt, ai-je expliqué. Lorsque Brad a voulu ouvrir la deuxième concession, je leur ai donné 15 000 $ en cadeau. Il en va de même pour les 8 000 $ pour le remplacement de leur toit il y a 2 ans, et d'innombrables autres dépenses que j'ai couvertes au fil des ans. Brad s'est levé soudainement, son expression s'assombrissant. Nous n'avons jamais demandé la charité, a-t-il claqué. Si tu comptais les points toutes ces années, peut-être n'aurais-tu pas dû offrir en premier lieu. Je ne compte pas les points, ai-je répondu, maintenant mon calme. J'ai donné librement parce que j'aime cette famille. Je ne vous montre ces documents que maintenant parce que j'ai besoin que tout le monde comprenne la réalité de notre relation financière. Je me suis tourné pour m'adresser à tout le monde. J'ai travaillé incroyablement dur pour ma réussite. J'ai payé mes études en travaillant 3 emplois simultanément. J'ai gagné chaque promotion grâce à mon dévouement et à mes compétences. La Tesla dans l'allée est la mienne. Achetée directement avec de l'argent de ma récente prime de performance. Je ne me mets pas en valeur, ni ne fais semblant d'être quelque chose que je ne suis pas. Meghan était devenue de plus en plus agitée, et maintenant elle se tenait debout, les larmes aux yeux. Alors c'est ça? Tu veux m'humilier devant tout le monde parce que tes sentiments ont été blessés parce qu'un enfant de 7 ans a dit quelque chose de stupide au dîner? Non, ai-je dit doucement. C'est à propos de la vérité. Pendant des années, tu as créé un récit fictif sur ma vie, un récit où je suis en difficulté, où je fais semblant, où je suis en quelque sorte moins réussi que je ne le suis réellement. Tu as dit à tes enfants, à tes beaux-parents, et même à nos amis communs que j'emprunte des voitures pour impressionner les gens, que je vis au-dessus de mes moyens, que j'ai besoin de ton soutien financier. Rien de tout cela n'est vrai, et cela doit cesser. Pourquoi ferait-elle ça? A demandé Howard, l'air sincèrement confus. James s'est éclairci la gorge. Je pense que je comprends, a-t-il dit prudemment. Si Archer était en difficulté, il serait plus facile d'expliquer pourquoi Meghan et Brad avaient besoin de son aide financière tout en rejetant simultanément ses choix de vie. Ça ne peut pas être les deux. Soit il a assez de succès pour fournir un soutien substantiel, soit il échoue et a besoin de leur aide. Le récit doit être cohérent. Meghan s'est effondrée sur sa chaise, les larmes coulant maintenant librement. Tu ne comprends pas ce que c'est, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu es parti. Tu es allé à l'université, tu as construit une carrière chic, tu as déménagé dans une ville glamour. Sais-tu ce qui m'est arrivé? Je suis tombée enceinte, je me suis mariée jeune, et je suis restée dans la même ville à faire les mêmes choses avec les mêmes personnes pour toujours. Je n'ai jamais jugé tes choix, ai-je répondu doucement. Tu n'as pas eu à le faire, a-t-elle pleuré. Ta vie juge la mienne tous les jours. Chaque promotion, chaque voyage que tu fais, chaque succès que tu as me rappelle tout ce que j'ai abandonné. Et oui, j'ai été jalouse et pleine de ressentiment. Est-ce ce que tu veux que j'admette? Brad s'est rapproché d'elle, posant une main sur son épaule qu'elle a immédiatement repoussée. Et toi? Elle s'est tournée vers lui. Tu étais assez heureux de prendre son argent tout en riant derrière son dos de la façon dont il pense qu'il est meilleur que nous. Tu m'as encouragé, Brad est devenu livide. Ce n'est pas juste, Meghan. C'est toi qui as dit à tout le monde qu'il était en difficulté. C'est toi qui as dit que son travail n'était pas sûr. J'ai juste suivi ce que tu m'as dit.
La pièce est tombée dans un silence inconfortable alors que l'étendue de la tromperie devenait claire pour tout le monde. Judith a regardé entre son fils et sa belle-fille avec une expression de déception croissante. Howard a fixé ses mains. James et Sarah ont échangé des regards qui communiquaient leur malaise. Je ne suis pas venu ici pour créer la division ou pour blâmer, ai-je dit finalement. Je suis venu pour établir la vérité et fixer des limites pour l'avenir. Je ne contribuerai plus à votre hypothèque ou à d'autres dépenses. Non pas parce que je suis en colère, mais parce que cela a créé une dynamique malsaine entre nous. Alors, tu nous coupes complètement les vivres, a demandé Meghan, une note de panique entrant dans sa voix. Je mets fin à un soutien financier qui a été déformé et tenu pour acquis, ai-je clarifié. Je suis toujours ton frère. Je veux toujours faire partie de la vie de Tyler et Emma. Mais à l'avenir, notre relation doit être basée sur le respect mutuel et l'honnêteté. Et si nous avons besoin d'aide, a demandé Brad, sont-on quelque part entre la défensive et l'inquiétude? Alors nous pourrons en discuter ouvertement et honnêtement, ai-je répondu. Mais plus de paiements mensuels. Plus d'attente que je couvre les urgences ou les extras sans reconnaissance. Et absolument plus de diminution de ma carrière ou de ma réussite pour vous faire sentir mieux. J'ai rassemblé mes documents, les remettant dans le portfolio. Je pars pour Seattle demain matin. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ce qui se passe ensuite dépend de vous tous. Alors que je me tournais pour partir, James s'est levé. Je te raccompagne. Dans le foyer, loin des autres, il a parlé doucement. Il a fallu du courage pour faire cela. Pour ce que ça vaut, Sarah et moi aurions dû remettre en question les histoires de Meghan plus attentivement. Les incohérences étaient là si nous avions fait attention. Ce n'est pas ta responsabilité, les jeux assurés. Nous avons tous cru ce que nous voulions croire. Et maintenant, a-t-il demandé. Vas-tu couper tout contact? J'ai secoué la tête. Ce n'est pas ce que je veux. Mais de vraies relations ne peuvent pas être construites sur des mensonges et de la manipulation. La balle est dans leur camp maintenant. Alors que je quittais la maison en voiture, un mélange complexe d'émotions m'a envahi, le soulagement d'avoir enfin dit ma vérité, la tristesse pour la douleur que cela avait causée, l'incertitude quant à ce qui resterait de ma relation avec ma sœur et sa famille. Mais sous tout cela, il y avait une fondation de respect de soi qui manquait depuis trop longtemps. Les conséquences immédiates de la confrontation se sont déroulées de manière à la fois attendue et surprenante. Je suis retourné à ma chambre d'hôtel émotionnellement épuisé, mais avec la clarté qui vient du fait d'aborder enfin des vérités longtemps refoulées. J'ai commandé le service en chambre, répondu à quelques emails de travail, et essayé de traiter les événements de la journée. Vers 20h ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un SMS de Meghan. Tu as toujours été si critique. J'espère que tu es satisfait de toi-même d'avoir détruit cette famille. Je n'ai pas répondu. C'était une projection classique, m'accusant de la chose même qu'elle avait faite à travers des années de tromperie. Le docteur Rivera m'avait prévenu de cette réaction défensive, et m'engager ne ferait qu'alimenter le feu. 15 minutes plus tard, Brad a appelé. Quand j'ai répondu, sa voix était tendue d'une colère contrôlée. Tu aurais pu régler cela en privé avec nous, a-t-il dit sans préambule. Fallait-il que tu humilies Meghan devant toute ma famille? La tromperie n'était pas privée, ai-je répondu calmement. Le récit à mon sujet a été partagé avec tout le monde. La correction devait être tout aussi complète. Mes parents remettent tout en question maintenant, a-t-il continué. Papa parle de responsabilité financière et maman demande comment nous avons pu accepter autant d'argent de toi alors qu'il a coupé court. Alors que quoi, ai-je relancé. Un soupir lourd est passé par la ligne. Alors que nous disions les choses que nous disions. Écoute, je sais ce que ça a l'air, mais tu dois comprendre la position de Meghan. Elle a construit toute son identité autour du fait de réussir ici, d'être celle qui a fait les bons choix. Ton succès menace ce récit. Mon succès est le résultat de mes choix et de mon travail acharné, ai-je souligné. Il ne diminue pas le sien, à moins qu'elle ne le permette. Facile à dire pour toi, a-t-il marmonné. Bref, je n'ai pas appelé pour me disputer. Je voulais te demander pour le paiement de l'hypothèque. Étais-tu sérieux à propos de l'arrêter complètement? Nous avons construit notre budget autour de cet argent. L'audace était toujours stupéfiante. Oui, j'étais sérieux. Tu as eu 81 paiements de ma part. C'est 72 900 $ vers une maison où je ne vis pas. C'est plus que suffisant.
Nous ne pouvons pas simplement ajuster notre budget du jour au lendemain, a-t-il protesté. Donne-nous au moins quelques mois pour. J'ai interrompu fermement. Le paiement s'arrête maintenant. Tu gagnes bien ta vie à la concession, Brad. Toi et Megan devez vivre selon vos moyens. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes avant qu'il ne réponde avec un froid « Bien, alors ne t'attends pas à voir beaucoup les enfants. » La menace a atteint sa cible. Tyler et Emma étaient innocents dans tout cela, et l'idée de perdre ma relation avec eux était douloureuse. Mais j'ai reconnu la tactique de manipulation pour ce qu'elle était. Utiliser les enfants comme levier est indigne de toi, ai-je dit doucement. Pense à ce que cela leur apprend. Il a raccroché sans répondre. Je me préparais à me coucher lorsqu'un autre coup a frappé à la porte de ma chambre d'hôtel. Regardant par le Judas, j'ai été surpris de voir Tyler debout là, avec James derrière lui. J'ai ouvert la porte immédiatement. Que se passe-t-il? James avait l'air désolé. Tyler a entendu une partie de la conversation après ton départ. Il était vraiment contrarié et a insisté pour te voir. J'espère que ça va. J'ai envoyé un SMS à Megan pour lui dire qu'il était avec moi. Tyler s'est jeté sur moi dans une étreinte féroce. Je suis désolé, oncle Archer. Je ne voulais pas mettre tout le monde en colère. Je me suis agenouillé à sa hauteur, lui rendant l'étreinte. Et, mon pote. Tu n'as rien fait de mal. Les adultes ont parfois des désaccords compliqués qui n'ont rien à voir avec toi. Mais tout le monde criait après ton départ, a-t-il dit, sa voix petite. Maman pleurait, et grand-mère n'arrêtait pas de dire qu'elle était déçue. Papa a claqué la porte et est parti en voiture. Je l'ai conduit s'asseoir sur le bord du lit pendant que James s'appuyait contre le mur, nous donnant un peu d'espace. Tyler, écoute-moi, ai-je dit, le regardant directement dans les yeux. Rien de tout cela n'est ta faute. Ce que tu as dit au dîner a juste mis au jour des problèmes d'adultes qui devaient être discutés. Mais maman a dit que je l'avais embarrassé en répétant des choses privées. Les adultes ne devraient pas dire aux enfants des choses qu'ils ne veulent pas qu'ils répètent, ai-je expliqué gentiment. Tu as juste été honnête, ce que tu devrais toujours faire. Il a réfléchi à cela un instant. Est-ce vrai que tu as acheté ta voiture toi-même? Maman a dit que tu faisais juste semblant. Oui, je l'ai achetée moi-même, ai-je confirmé. Je travaille très dur à mon travail, et parfois je peux acheter de belles choses grâce à ce travail acharné. Cool, a-t-il dit, son comportement s'éclaircissant légèrement. On pourra toujours faire un tour un jour? Absolument, ai-je promis, bien que je ne sois pas sûr du moment où cette opportunité pourrait se présenter étant donné les circonstances actuelles. Chaque fois que je suis en visite. Après que Tyler ait utilisé la salle de bain, James a suggéré qu'il devrait rentrer. Sarah attend dans la voiture. Nous allons le déposer à la maison. Merci de l'avoir amené, ai-je dit sincèrement. Ça compte beaucoup. Il était vraiment inquiet pour toi, a répondu James. Et pour ce que ça vaut, Sarah et moi avons parlé avec Howard et Judith après ton départ. Ils traitent beaucoup de choses. Ça a été toute une révélation pour eux concernant Megan et Brad. Après leur départ, j'ai reçu un message de Sarah. James m'a parlé de la visite de Tyler. J'espère que ça allait. Je voulais juste que tu saches que nous sommes là pour toi. Ces affaires de famille sont compliquées, mais tu as fait la bonne chose. Restons en contact. Son soutien était inattendu, mais profondément apprécié. Peut-être que quelque chose de positif pourrait émerger de cette situation douloureuse, des relations authentiques avec des membres de la famille qui valorisaient la vérité et le respect. Vers minuit, mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de Megan est apparu sur l'écran. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Comment oses-tu remplir la tête de Tyler de ta version des événements, a-t-elle commencé, ces mots légèrement pâteux, suggérant qu'elle avait bu. Il est rentré en parlant de la façon dont les adultes ne devraient pas dire aux enfants de garder des secrets et de la façon dont tu as vraiment acheté ta voiture de luxe. C'est à peine une déclaration controversée, Megan, ai-je répondu avec lassitude. J'ai acheté ma propre voiture, et les adultes ne devraient pas mettre les enfants au milieu de leurs problèmes. Tu as retourné tout le monde contre moi, a-t-elle continué, son ton passant de la colère aux larmes. Mes beaux-parents pensent que je suis une sorte de menteuse manipulatrice. Brad me parle à peine. Même James et Sarah sont bizarres. J'ai simplement dit la vérité, ai-je dit. Si cela a retourné les gens contre toi,
peut-être devrais-tu réfléchir à pourquoi. Tu as toujours été si parfait, a-t-elle craché, la colère revenant. Note parfaite, carrière parfaite, vie parfaite. Certains d'entre nous font des erreurs, Archer. Certains d'entre nous ont des regrets. Nous ne pouvons pas tous être aussi impeccables que toi. Je n'ai jamais prétendu être parfait, ai-je dit doucement. J'ai juste travaillé dur et fait des choix différents. Et maintenant tu me punis pour les miens en nous coupant financièrement les vivres, a-t-elle accusé. Je mets fin à un modèle malsain, ai-je corrigé. Ce n'est pas une punition, c'est une limite. La conversation s'est poursuivie selon ce modèle circulaire pendant plusieurs minutes, Meghan alternant entre des accusations colériques, des suppliques larmoyantes et des tentatives de manipulation. J'ai maintenu mon calme, répétant ma position sans m'engager dans ces tactiques émotionnelles. Finalement, épuisé par l'échange, j'ai mis fin à l'appel avec un simple « Je t'aime, Meghan », mais cette conversation n'est pas productive. Nous pourrons reparler lorsque tu seras prête à discuter des choses honnêtement. Le lendemain matin, alors que je me préparais à quitter l'hôtel, j'ai reçu un SMS du père de Brad, Howard. Je te dois des excuses. Je n'avais aucune idée de la situation financière. Des commentaires inappropriés ont été faits basés sur de fausses informations. J'aimerais te parler quand tu auras le temps. Je l'ai appelé depuis l'aéroport en attendant mon vol. Notre conversation fut brève, mais significative. Il a exprimé un regret sincère d'avoir accepté la représentation de Meghan à mon sujet sans la remettre en question, et a reconnu la générosité dont j'avais fait preuve envers leur famille au fil des ans. Brad et Meghan doivent se débrouiller seuls, a-t-il conclu. Judith et moi les avons aussi rendus dépendants, de différentes manières. Peut-être que c'est l'appel au réveil dont ils avaient besoin. Dans l'avion de retour vers Seattle, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle le système familial s'était recalibré une fois que la vérité avait été exposée. Ceux qui valorisaient l'honnêteté de James, Sarah, finalement Howard et Judith avaient ajusté leur perception et m'avaient contacté. Ceux qui avaient bénéficié de la tromperie de Meghan et Brad luttaient pour maintenir leur récit face à des preuves accablantes. Alors que l'avion atterrissait à Seattle, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. La famille que je pensais avoir ne serait peut-être jamais la même, mais peut-être que quelque chose de plus authentique pourrait finalement prendre sa place. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner de famille fatidique et la confrontation qui a suivi. Le voyage depuis ce week-end douloureux jusqu'à aujourd'hui n'a pas été linéaire, mais il a été transformateur d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Les premières semaines après mon retour à Seattle ont été difficiles. Meghan alternait entre des SMS colériques, des appels téléphoniques larmoyants et des périodes de silence complet. Brad communiquait uniquement par des messages laconiques sur des questions pratiques. Tyler et Emma m'envoyaient des dessins et dictaient des messages par l'intermédiaire de James et Sarah, qui étaient devenus des alliés inattendus et des ponts vers les enfants pendant l'éloignement de leurs parents. Environ un mois après notre confrontation, Meghan a appelé tard un soir, sa voix soumise et dépourvue du bord défensif qui avait caractérisé nos conversations précédentes. J'ai consulté un thérapeute, a-t-elle annoncé sans préambule. Elle a suggéré que je pourrais avoir des problèmes de comparaison et d'insécurité. Ce n'était pas exactement des excuses, mais c'était la première reconnaissance que son comportement pouvait avoir des racines plus profondes qu'un simple malentendu. Notre conversation cette nuit-là fut prudente, mais plus honnête qu'aucune que nous ayons eue depuis des années. Elle n'a pas abordé directement les mensonges qu'elle avait dits, mais elle a admis se sentir submergée par la jalousie en entendant parler de mes avancées professionnelles. 2 semaines plus tard, Brad m'a contacté avec une approche plus directe. J'aurais dû remettre en question les histoires de Meghan à ton sujet plus attentivement, a-t-il admis. Et je n'aurais certainement pas dû les accepter ou les répéter aux autres. C'était mal, et je suis désolé. Leur paiement hypothécaire est arrivé à échéance et, pour la première fois en près de 7 ans, ils l'ont entièrement couvert eux-mêmes. Ce n'était pas facile pour eux. Brad a pris des quarts de travail supplémentaires à la concession et Meghan a trouvé un emploi à temps partiel comme assistante administrative au collège communautaire local. L'ajustement à vivre selon leurs moyens réels a été difficile, mais nécessaire à leur croissance et à la guérison de nos relations. Au bout de 3 mois, nous avions établi une nouvelle normalité. J'ai discuté par vidéo avec Tyler et Emma chaque semaine. Meghan se joignait occasionnellement à ces appels, sa maladresse initiale faisant progressivement place à une interaction plus naturelle. Nous avons soigneusement évité toute discussion sur les finances ou ma carrière, nous concentrant plutôt sur les activités des enfants et les souvenirs de famille partagés.
Howard et Judith ont subi leur propre prise de conscience. Reconnaissant la façon dont leur accent sur les apparences et le statut avaient contribué aux insécurités de Meghan, ils ont commencé à faire des efforts conscients pour célébrer les réalisations basées sur le caractère et l'effort, plutôt que sur les résultats matériels. Howard m'a même appelé spécifiquement pour me signaler fièrement qu'il avait félicité Tyler pour l'amélioration de ses compétences en lecture, plutôt que pour avoir gagné un match de baseball, un changement petit, mais significatif, dans son système de valeurs. Mes relations avec James et Sarah se sont considérablement approfondies. Ce qui avait été des liens occasionnels et limités au fait a évolué vers une véritable amitié. Ils ont visité Seattle pour un long week-end en août, et je leur ai montré la ville que j'avais appris à aimer. Sans la lentille déformée de Meghan colorant leur perception, ils ont vu ma vie telle qu'elle était vraiment, non pas extravagante ou ostentatoire, mais confortable, épanouissante, et gagnée grâce à un effort constant. Les changements les plus profonds, cependant, se sont produits en moi. Grâce à mon travail continu avec le Dr Rivera, j'ai examiné les modèles qui m'avaient permis d'être empêtré dans une dynamique aussi malsaine pendant si longtemps. J'ai reconnu comment la mort de mes parents avait intensifié mon désir de maintenir les liens familiaux à tout prix, comment mes expériences d'enfance avec l'insécurité financière avaient fait de la générosité une valeur centrale, et comment mon évitement naturel des conflits avait permis aux manipulations de Meghan de rester incontestées. J'ai appris à établir des limites saines, non seulement avec Meghan, mais dans toutes mes relations. J'ai pratiqué à dire « non » sans culpabilité et à exprimer mes besoins directement, plutôt que d'espérer que les autres les devineraient. J'ai commencé à voir comment mon succès professionnel était devenu une forme de validation, me poussant à travailler des heures excessives et à sacrifier les relations personnelles pour l'avancement de carrière. Avec cette nouvelle conscience, j'ai fait des changements significatifs dans ma propre vie. J'ai réduit mes heures de travail de 60 à 45 par semaine, ce qui est plus raisonnable. J'ai rejoint un groupe de randonnée locale et j'ai noué de véritables amitiés en dehors du travail. J'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un après des années à mettre la romance au second plan. Rien de sérieux encore, mais je suis ouvert aux possibilités d'une manière que je ne l'étais pas auparavant. Financièrement, j'ai réorienté les ressources qui servaient auparavant à soutenir la famille de Meghan. J'ai acheté un condo modeste, mais confortable, dans un quartier que j'aime. J'ai augmenté mes cotisations de retraite et établi un compte d'investissement distinct pour les objectifs futurs. J'ai même mis de l'argent de côté pour de vraies vacances, mes premières depuis près d'une décennie, prévoyant un voyage de 2 semaines au Japon au printemps prochain. Le mois dernier, je suis retourné au Michigan pour le 8e anniversaire de Tyler. L'atmosphère était nettement différente des visites précédentes. Meghan m'a salué avec une étreinte sincère, plutôt que celle superficielle à laquelle je m'étais habitué. Brad m'a serré la main et a croisé mon regard directement, la posture défensive notablement absente. Ils m'ont montré fièrement leur hypothèque nouvellement refinancée à un taux d'intérêt plus bas, avec des paiements qu'ils pouvaient gérer indépendamment. Le moment le plus touchant est survenu lorsque Tyler m'a montré fièrement son projet scientifique, un modèle du système solaire qu'il avait construit entièrement lui-même. « Oncle Archer, maman a dit que tu pourrais peut-être m'aider à comprendre comment fonctionne la gravité, » a-t-il dit. Elle m'a dit que tu étais vraiment intelligent en sciences. C'était une petite chose, peut-être, mais significative. Meghan reconnaissant mes connaissances comme précieuses, plutôt que menaçantes. Un pas vers la reconnaissance de mes capacités comme des ressources à partager, plutôt que des succès à diminuer. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur le porche après que les enfants soient allés se coucher, Meghan a prononcé les mots que j'avais attendus pendant des années. Je suis désolé, Archer. Vraiment désolé. J'étais tellement prise par le sentiment d'avoir échoué dans ma propre vie que je ne pouvais pas célébrer la tienne. Au lieu d'apprécier ta générosité, j'étais pleine de ressentiment parce que tu étais en position d'être généreux. C'était mal, et je travaille à être meilleur. Les excuses n'étaient pas parfaites, et notre relation reste un travail en cours. La confiance qui a été brisée prendra des années à se reconstruire pleinement. Mais à ce moment-là, j'ai reconnu que la confrontation douloureuse 6 mois plus tôt avait été nécessaire non seulement pour mon propre respect de moi-même, mais aussi pour la croissance de Meghan. La leçon la plus profonde que j'ai apprise à travers cette expérience est que la véritable générosité doit inclure l'honnêteté. En évitant les conversations difficiles pour préserver l'harmonie, je n'étais pas vraiment gentil. J'étais en train de rendre possible des modèles destructeurs qui nuisaient à toutes les personnes impliquées. L'amour véritable signifie se soucier suffisamment pour dire la vérité, établir des limites et tenir les autres responsables.
J'ai également appris que notre valeur n'est pas déterminée par combien nous sacrifions pour les autres, mais par combien nous vivons nos valeurs de manière authentique. Mon désir d'aider ma sœur était sincère, mais mon approche était imparfaite. Le véritable soutien responsabilise les autres, plutôt que de créer une dépendance. Aujourd'hui, je maintiens mes limites tout en gardant mon cœur ouvert. Je contribue aux fonds universitaires de ma nièce et de mon neveu, plutôt qu'à l'hypothèque de leurs parents. Je partage mes connaissances professionnelles librement, mais je ne m'excuse plus pour ma réussite. J'offre un soutien émotionnel sans renflouement financier. C'est un équilibre plus sain pour tout le monde. Si vous êtes aux prises avec des membres de la famille qui diminuent vos réalisations ou profitent de votre générosité, rappelez-vous qu'établir des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations authentiques. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est l'opportunité de se débrouiller seul et de faire face à la réalité honnêtement.